Faites comme si vous avez rien vu, hein, vous êtes surpris. Donc, bienvenue dans la session donc Deadlock Victim, qui sera animée en anglais donc par Heinz Kabutz, qui est Java Champion, que vous connaissez sûrement pour sa newsletter, The Java Specialist Newsletter, que vous pouvez joindre sur Twitter sur Heinz Kabutz, et par moi-même, donc Olivier Croisier, que vous connaissez peut-être par le blog The Coders Breakfast, et vous pouvez me joindre donc sur Olivier Croisier par Twitter. Heinz et moi présentons en France en particulier deux formations d'expertise en Java. Donc une formation généraliste sur Java qui est la Java Specialist Master Course, et une formation qui est toute nouvelle, qui est spécifique pour la concurrente, donc qui est la Java Concurrency Specialist, que vous pouvez venir donc suivre pour apprendre plus de choses intéressantes sur les deadlocks en particulier et plein de choses sympas en général. Alors vous êtes dans votre programme, quelle surprise, vous êtes dans votre programme et puis vous découvrez une race condition. Alors comment vous découvrez ça? C'est pas marqué en rouge en gros, mais vos données commencent à être corrompues. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? D'où est-ce que ça peut venir? Vous êtes là, vous dites quand même c'est pas possible, vous regardez votre code, tout a l'air bon, mais les données sont quand même corrompues. Alors d'où est-ce que ça peut venir? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que généralement les chefs ils sont pas trop contents. Quand il y a des sous qui manquent sur les comptes en banque, des trucs comme ça se voit assez vite. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout, qu'est-ce qu'on peut appeler Ghostbusters? En fait, Ghostbusters, là, ils vont pas nous aider beaucoup. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Donc généralement, vous allez regarder votre code, vous allez essayer de débugger tout ça, vous allez dire, je comprends pas trop, mais je me rappelle que j'avais suivi un cours, et puis on m'avait dit, comme il y a plusieurs threads qui accèdent à mes données, c'est ça qui peut poser problème. Donc en fait, le but, c'est d'empêcher les threads d'accéder aux données. Donc vous allez commencer à mettre synchronized. Ah, synchronized, c'est bien. Vous l'avez déjà vu, vous dites, ça a l'air sympa. En plus, vous n'avez peut-être jamais touché à synchronized, vous dites, c'est le moment de s'y mettre. Donc vous allez en mettre un peu partout. Alors, synchronize, 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 dans tous les sens. Vous avez l'impression que votre programme va être vachement mieux après. Mais en fait, synchronize, c'est pas du tout une panacée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir surtout que plus vous rajoutez de synchronize, plus vos données ont l'air correctes, mais surtout plus vous vous exposez aux deadlocks. Bon, les deadlocks, vous connaissez bien, alors surtout sur Paris. Alors ceux qui viennent d'ailleurs connaissent sûrement aussi localement. Voilà, ça peut donner ça. Vous voyez? Là, il y a des trucs qui n'ont pas été bien synchronisés, visiblement, ou un peu trop, et il y a des sacrés emboutages, et plus personne ne peut bouger. Et dans ces cas-là, vous êtes une des nombreuses victimes du syndrome du deadlock. Donc c'est un peu un serial killer du Java, pas que du Java. C'est que, voilà, vous avez un problème, il n'y a plus rien qui bouge, votre programme est mort. Et en fait, ce problème-là, c'est vous qui l'avez causé. Enfin, vous ou moi, ça arrive aussi. Donc c'est vous qui l'avez causé, parce qu'en essayant de rendre votre programme correct, la solution que vous avez trouvée, en fait, était pire que le problème initial, et donc essayer de corriger le problème initial de manière incorrecte peut provoquer des problèmes. Alors, le deadlock le plus courant, ça arrive quand on a un problème d'ordonnancement des locks. Alors pour ça, évidemment, qui dit ordonnancement des locks, dit qu'il vous faut au moins 2 locks, évidemment. Donc si vous avez au moins 2 locks, et puis au moins 2 threads, et que ces threads essayent d'acquérir les locks dans un ordre différent, là vous avez un problème. Donc c'est ce qu'on appelle un deadly embrace. Bon, en français, c'est... suggère un terme. Une étreinte mortelle. Ça fait très romantique, une étreinte mortelle. Ça fait un peu Twilight, tout ça, les vampires. Bon. Mais ça arrive dans votre programme. Alors, comment on fait pour éviter d'avoir ça? Il n'y a pas 36 solutions, et c'est là que ça se complique, parce qu'on va être obligé d'analyser le programme dans son intégralité, pour essayer de trouver quels locks sont utilisés dans le programme, par quels threads ils sont utilisés, et après, c'est déterminer s'il n'y en a pas un qui essaye d'acquérir les trucs dans le mauvais sens par rapport aux autres. Donc, c'est pas simple. Il y a d'autres types de deadlocks aussi qui sont un petit peu plus vicieux. Vous avez les deadlocks sur des ressources. Vous avez un thread qui sélectionne une ressource, un autre aussi, mais il y en a un qui ne peut pas libérer la ressource tant que l'autre n'a pas fini. Enfin, on reviendra là-dessus. Vous avez des problèmes, vous pouvez avoir des problèmes de deadlock, enfin de liveness dans votre programme, à partir du moment où vous avez des éléments qui sont à taille fixe, enfin à taille limitée, comme par exemple des bounded queues, donc des fils de taille fixe, ou des thread pools, pareil. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un job qui a besoin, pour se terminer,
qu'un autre job soit passé, mais cet autre job est dans la queue. Il ne peut pas avancer dans la queue tant que celui-là n'a pas terminé. Vous voyez, il peut y avoir des problèmes comme ça, un peu récursifs. On peut avoir des problèmes aussi avec les sémaphores, donc ça on reviendra dessus. Et avec les classes odeurs. Alors ça c'est encore plus vicieux parce que du coup, vous avez beau regarder partout dans votre programme, vous ne voyez pas de lock, et en fait ce sont des locks implicites qui sont gérés en interne de la JVM qui vous posent problème. Il y a des choses assez chouettes à faire comme ça. Enfin assez chouettes, pour des quiz, hein. En prod. Vous pouvez avoir des problèmes de signaux aussi, qui n'arrivent pas à destination. Par exemple, vous avez un thread, il se met là, bon, il attend un signal, et puis il espère qu'un jour, un autre thread arrive, et lui dise c'est bon, tu peux te débloquer, la condition est enfin arrivée, tu peux maintenant continuer. Le problème, c'est que si le deuxième thread arrive en premier, il fait des grands gestes dans le vide, parce que le deuxième n'est pas encore là, puis il continue, et puis le deuxième, il va arriver, il attend, puis il va pouvoir attendre longtemps. Donc là, vous avez un signal qui s'est évaporé dans la nature. Et vous avez un thread bloqué. Alors on va étudier ici un problème classique de chez classique du multithreading, c'est les philosophes. Le problème des philosophes qui boivent. Alors, selon les versions, il y en a qui boivent, il y en a qui mangent. Hein. Si on est à Paris, on boit plutôt. Vous aurez d'ailleurs l'occasion, si vous voulez, de boire et de réfléchir vous-même si vous venez au symposium Java spécialiste que Heinz organise en Crète tous les ans. Alors symposium, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça vient du grec, et ça veut dire on s'en met un coup derrière la cravate et on réfléchit ensuite. Vous voyez ? Donc c'est une activité fort intéressante dans laquelle on commence par se boire un petit coup, ça donne des idées créatives, puis après on peut les mettre en application. Et puis, comme là il s'agit de philosophes, il doit avoir des idées très très créatives, donc ils ont besoin de 2 verres en même temps. Vous voyez ? Et c'est ce qui va poser problème. Alors les philosophes peuvent être dans un état, enfin dans différents états. Soit ils sont en train d'essayer de récupérer des gobelets pour boire, soit ils ont les gobelets, ils boivent, et après ils peuvent réfléchir. Donc je vais laisser Heinz vous démontrer maintenant le fonctionnement global du problème et puis de l'algorithme pour la solution. And in ancient Greek culture, the quality of the discussion was very much related to the amount of wine they had, which I think you can understand. After about 5 or 6 glasses, they didn't get anything useful done anymore. So I've got a little demo here that shows you the different philosophers and how they interact with one another. The yellow are thinking philosophers. The green are cups, available cups. And you can see here philosopher 5 wants to start drinking, so he picks up the cup on his right, and he's now in this intermediate twilight zone where he's not thinking, he's not drinking, he wants to start drinking. Now he's in that state. And he's picked up the 1 cup on the right. He then picks up the left cup, and now he can start drinking in the blue state. Philosopher 3 also wants to drink, so he picks up his right cup, and then he picks up his left cup, now he can be drinking. And philosopher 2 wants to drink, so he picks up his right cup. He's now in the intermediate state. He can't drink and he can't think, he's just waiting to do something. And what happens now is philosopher 3 lets go of his left cup again, and then lets go of his right cup, and now philosopher 2 can pick it up and can start his drinking. So very important you don't get too thirsty. Now what can happen with this design, which I think most of you know about, is that the philosophers can get stuck waiting for something to drink. So for example, they can get stuck if they all pick up their right cup at the same time, then they cannot proceed because their left cup is not available. The guy on the left is holding it as his right cup. So here we've got again, philosopher 5 wants to drink, and so he picks up his right cup. 1 also picks up his right cup. 2, 3, 4, and we have got what we now call a deadlock. And they're all going to stay very thirsty, which is not such a good thing. They're not going to be able to philosophize and get up with some great new ideas about democracy. I think they were drunk when they came up with that one. And then they're all going to stay thirsty, and this is a deadly embrace. Entrante mortel. No, what was that one? There we go. Entrante mortel. And I know 99, I know that too. So there we go. And you can detect this automatically.
this type of deadly embrace. It's actually fairly easy, so easy that it can be automated. They search the graph of all the call stacks, and they look for circular dependencies. And the ThreadMXB can do that for us. So we don't have to code that ourselves. The work has been done for us already. And this type of deadlock, this type of simple deadlock, can very easily be found automatically. So this is great. We can find them, but what do you do with these deadlocks once you find them? What do you do with them? Okay, it's like the classical dog chase in the car. What is he going to do with the car if he ever catches the car? Well, if you think about the way that databases work, they choose a deadlock victim. So they say, one of the queries, sorry, SQL exception, deadlock error, deadlock victim error. But in Java, it simply does nothing, it simply blocks you up. And it probably should throw an error. And it has been suggested, but the suggestion was rejected because they said, well, that is breaking backwards compatibility, which of course doesn't make that much sense, because why would you want to have backwards compatibility on a deadlock? Anyway, it's like, but that's part of our design, you know. Don't take away that deadlock, you're going to break our system. So the threads simply hang up and they stop. They never become alive again. So it's best to avoid them in the first place. So let's see how we can avoid them. Donc effectivement, tout l'intérêt, tout le jeu avec les deadlocks, ça va être surtout de les éviter, hein, pas tellement de les corriger, donc surtout de les éviter. Alors une bonne technique pour éviter ça, c'est de réfléchir au problème initial. Le problème initial, c'est qu'on a différents threads qui prennent différents locks dans des ordres différents. Donc une solution, ça pourrait être de dire, bon, on va essayer de déterminer un ordre pour tout le programme dans lequel on va être capable de récupérer les locks. Donc définir un ordre global pour la récupération des locks. Alors voyons un petit problème, voyons un petit exemple de code classique. Nous avons deux locks ici qui sont left et right, et nous avons deux méthodes, left-right et right-left, qui essayent de se synchroniser, donc de récupérer les verrous, l'un en prenant d'abord left et l'autre right, et l'autre en prenant d'abord right et l'autre left. Si vous avez deux threads, un qui appelle la première méthode et un qui appelle la seconde, au bout d'un moment, vous allez avoir un deadlock. Donc ça se matérialise assez facilement comme ça. Vous voyez, vous avez un thread A qui tourne, qui appelle left-right. Il va réussir à acquérir le verrou left. Et puis, par exemple, le processeur à ce moment-là dit « Stop, toi tu as assez tourné, je te mets un peu de côté » et on fait tourner le thread B. Le thread B arrive, lui il appelle la méthode right-left, récupère les verrous right, et puis il va ensuite essayer de récupérer le verrou left. Pas de chance, le verrou left il est déjà pris par A. Et puis si A se réveille, lui c'est pareil, il a déjà left, et puis il veut essayer d'acquérir right. Pas de chance, il est déjà pris par B. Verrou, deadlock. Si on définit un ordre global, par exemple on peut dire on veut systématiquement prendre le verrou gauche avant le verrou droit. C'est une convention qu'on applique dans tout le programme. Ça nous permettra de corriger cette méthode-là, par exemple, donc de faire d'abord left et puis right, et on a résolu le problème. Enfin, c'est pas qu'on a résolu le problème, c'est qu'on a trouvé un moyen d'éviter d'avoir le problème. Si on applique ça à nos amis les philosophes, la solution la plus simple, c'est de numéroter les vers, par exemple. Vous savez, vous leur mettez des petites pinces dessus, une en forme de girafe, une en forme d'éléphant, je sais pas quoi, donc pour qu'ils se reconnaissent. Et puis, on va dire, par convention, un philosophe va d'abord essayer de récupérer le vers qui a le numéro le plus élevé. Et ensuite, essayer de récupérer le vers avec le numéro le plus faible. Une fois qu'ils ont les deux, bien sûr, l'activité principale du symposium, il ne faut pas oublier, on s'en met un coup, et ensuite, on relâche les locks. Alors évidemment, les locks, on les relâche toujours dans l'ordre inverse dans lequel on les a pris. Donc, on a dit qu'on loquait d'abord le plus élevé et ensuite le plus faible, donc on va relâcher d'abord le gobelet de numéro le plus faible, et ensuite celui de numéro le plus fort. Et puis une fois qu'ils ont bien bu, réfléchissent. Donc si on fait ça avec nos philosophes, on va obtenir ce genre de choses. Donc le philosophe numéro 5 essaye de récupérer un gobelet, donc comme il a à sa disposition les gobelets numéro 1 et numéro 5, et qu'on a dit qu'on prenait en premier le plus élevé, il va d'abord récupérer le gobelet 5. Donc là il commence à avoir une demi-souris, il sait qu'il va pouvoir picoler au moins la moitié. Ensuite le 1 fait pareil. Le 1 il a le choix entre le gobelet 1 et le gobelet 2, mais il va prendre le gobelet 2. Etc. Le 2 récupère le gobelet 3, le 3 récupère le gobelet 4, et puis le 1 qui se réveille, il fait hop là, il reste un gobelet, il peut le prendre, donc lui il est en état d'ébriété, sûrement, mais lui il est dans l'état maintenant drinking.
Et puis il va relâcher. Donc quand il va relâcher son verre, une fois qu'il a bien bu, il va reposer en premier celui du numéro le plus faible. Il va reposer le 1, qui peut être pris du coup par 5, pour boire un coup. 5 va relâcher le plus faible, c'est-à-dire 1. Ensuite, mettons que le thread qui correspond au philosophe 1 se réveille, il va relâcher son autre gobelet, etc., qui peut être pris par le philosophe 2. 5 va relâcher son gobelet droit, 4 va pouvoir le récupérer, puisqu'il n'y en a qu'un disponible, etc. Et au fur et à mesure, les philosophes vont pouvoir boire et relâcher leurs différents gobelets, jusqu'à ce que tout le monde ait pu boire un coup. Vous voyez, 3 relâche son gobelet, 5 peut le prendre, puisque c'est le deuxième qu'il essaie de loquer, puisqu'il a le choix entre 5 et 4, donc 4 correspond à celui de poil plus faible, donc il va le prendre en dernier, et relâcher dans cet ordre, et voilà. Donc là, ils ont fait un tour de table, tout le monde a bien bu, et tout le monde a bien pensé, et donc le symposium s'est déroulé de manière très satisfaisante. Bon, ça part quand même du principe qu'un philosophe ne boit qu'un demi-gobelet, hein. Parce que sinon, il boit tout, il repose son verre, et le philosophe d'à côté, il a un verre vide. Donc, vous avez bien compris, le but, c'est d'essayer de déterminer un ordre global pour les locks. Alors cet ordre, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez prendre une propriété arbitraire de vos objets pour dire « je veux utiliser cet ordre-là ». Alors c'est d'autant mieux que ce qui vous permet d'identifier l'ordre est unique parmi tous les locks. Donc pour un compte en banque, ça peut être son numéro IBAN, ça peut être un numéro d'employé, ça peut être n'importe quelle caractéristique sur laquelle vous savez que vous pouvez vous appuyer pour avoir un ordre et si possible une contrainte d'unicité. Au pire, vous pouvez utiliser système.identity hashcode, même si vous n'avez pas la garantie que ça vous renverra un identifiant unique, puisque ça vous renvoie un int, donc sur 32 bits, et évidemment, il peut y avoir des collisions. Mais au pire du pire, ça peut vous servir à essayer d'au moins désamorcer les probabilités d'avoir un deadlock. Je vais passer, encore une fois, la main à Heinz pour la suite. So I've never seen two objects with the same hash code, but it is theoretically possible. In fact, it's practically possible because we've got 64-bit machines and a 32-bit hash code number. And even in a 32-bit machine, the uniqueness of the hash code is not guaranteed. So we have to be a bit careful using that as an ordering. Right, one of the ways that we can help to avoid causing deadlocks is to avoid calling other methods whilst holding a lock. We call this type of programming open calls. So we don't hold a lock whilst we're calling a method. And have a look at this code. I've got vector which synchronizes write object. And the reason why they do this is to prevent a race condition on the write. Because what can happen is that somebody tries to write a vector at the same time as somebody is adding an element to the vector. Vector is supposed to be thread safe, so you don't want to have a vector written incorrectly. So that's why they make the write object method synchronized. And there's actually no read object method for the vector, only a write object which is synchronized. And this write object method invokes default write object on the stream, which just does the default writing, except it does it whilst holding the lock. So it's calling a method, an alien method, whilst holding the lock. So it's not an open call. Okay, well, so what? Can it cause problems? Any ideas? Any suggestions how it could cause problems? Anyone waving a hand is my 5-year-old daughter at the back. Any other suggestions? What if there's a subclass of object output stream that accesses a lock? Okay, what if there's a subclass of object output stream accessing a lock? All right? Yeah, you could cause a problem with that. Let's say that it's the plain vanilla object output stream. Nothing special about this. And in fact, there's no subclass of vector either. Just vectors and object output stream. Can you cause a deadlock? Sorry, I didn't. Did that tell you you'll have to give the answers here? Yes, sir. Correct. Let's say, first of all, yes, it can, absolutely. Let's say I've got two vectors that reference each other. Right? So one vector is holding the first vector, second vector, and that is holding the first vector again. Like we see over here.
v1.add v2 and v2.add v1. And now I know what you're thinking. What I thought is this will never happen in the real world. But it actually could happen if we've got a nested structure. And it did happen to one of IBM's clients. So much so that IBM went and coded specifically around this bug of calling a method whilst holding a lock. Look at what their code looks like. So what they do is they clone the vector, make a copy of it, and then they write the clone. And this way, they don't have the problem of writing that vector whilst holding the lock. So that's how they do it. And then what happened was in Java 7, they also changed the write object method. And not surprisingly, the person who changed this works for IBM. And he couldn't just copy and paste the IBM code, because then IBM would sue someone, Oracle or somebody, as we have in our software industry. Everybody sues everybody else. So what they did was they did it slightly differently, using put field maps. If you want to know how that works, go to ask him how it works. We've got a course on that. But what they do is they make a copy again of the internal object array, element data.clone, and then they put that into this map of properties, and they write that with right fields. And this gives exactly the same output as before, but without holding the lock. So this is a real problem that people have experienced in the real world. So things that we would think would never happen, happen. And something which you didn't say. Oh, maybe you did say, I don't know. I don't understand French. But I don't think you said that it's extremely unlikely. No, normally we don't actually experience deadlocks in our code because we've simply been lucky so far. So they're there, but often we don't experience them. And then when all the stars align and everything just happens to be right, then all of a sudden you get this deadlock and your system shuts down. Not so good. And there are lots of places where they do this. For example, a hash table, string buffer. And the same guy from IBM has also repaired the hash table write object method in the same way as he did the vector. Now, we've seen this deadly embrace. What other deadlocks are there? We can have a semaphore deadlock. For example, a thread requests a semaphore, and when you request a semaphore, the semaphore does not remember who asked for that semaphore. So if somebody else asks for it, if it's not there, well, it just blocks. It just goes into the waiting state and waits. And there's no way of finding out who has requested the semaphore. So this is quite a dangerous thing to use. Here I've got a bounded database pool, and in the bounded database pool, I only allow a certain number of connections to be used. But what I've got is I've got two threads, each requesting the semaphore from two semaphores from different pools in opposite orders again. So it's again the ordering which causes the problem. And you can see here the semaphore. And in connect, I acquire the semaphore uninterruptedly. And in disconnect, I release it again. And if you cause a deadlock with this, the thread MX bean does not display this as a deadlock. It just says things are good. No deadlock. Oops, sorry, it went. No deadlock detected. We're happy. Everything's fine. But if you look at the stack trace, you still see that you've got a deadlock. But with semaphores, you don't know who caused this or why the semaphore is not available. It's more difficult to actually figure out. Is this you? No, me still. Is it me or you? Mm-hmm. Good question. I can't remember. I don't know. I thought, no, it's still me. It's still you. It's still me, sorry. All right. So let's have a look at how we can avoid and diagnose these deadlocks. And first of all, you cannot get a lock ordering deadlock with a single lock, obviously. So why don't we just have one big lock for the entire VM? Might work, but not a very good design because you're going to have a problem with performance, I think. You're going to have one core busy at any one time. But it is an easy way to avoid deadlocks, just not very practical. So the way that we
we look for deadlocks is we look for places where we have several locks acquired in different orders. And for that to work, you need to actually document this. And this can become quite difficult, especially with a complex system. And what AWT and Swing did, for example, they gave up. They said, we can't do this. We'll just have a single thread doing all the work. And so you've got your single Swing thread, which does all of the work on the GUI. And this way you can't have deadlocks because you have only one thread getting all those locks. The moment you've got multiple threads working with Swing, you again have the possibility of deadlocks. So it's again dangerous. But doing a global analysis can become almost impossible. In fact, it becomes impossible with the very large program. One of the easiest ways to avoid it is to avoid calling a method whilst you're holding a lock. So we want to use open calls wherever possible. Now, I sometimes use unit testing to test for deadlocks, or to test that the deadlock is there. Now, you might wonder, why would you do that? Well, because if you find the deadlock, you've got to fix it. But I've worked with some very stubborn colleagues. Now, maybe not in France, but in South Africa, we have some very stubborn people. And they wouldn't believe that there was a bug in their code, first of all. So they would say, no, my code is bulletproof. There cannot be a bug in my code. That's what they would tell me. In their code, not in my code. I know I've got lots of bugs in my code. But they would not believe that there was a bug in their code. So what I would do is I would write a unit test to demonstrate their deadlock, for example, or demonstrate their race condition. And this what also helped with that was to be able to do regression testing. If, for example, they go and or somebody goes or I go and put that bug back into the code, then I can very quickly discover it and see that the bugs come back into the code again. By the way, France is the only country I've worked in where the manager came to me and asked me to put some bugs into my code. True story. I was working in Toulouse and they said, please won't you put some bugs into your code? If you want to know the reason, I'll explain afterwards. It was a very interesting request. I turned them down, but anyway. So what happens is one way to cause a deadlock is to simply call the methods over and over again. But that doesn't make for a very good unit test, because on a single core machine, you might have to call the code 10 million times to get a deadlock. On a dual core, quad core, you might have to only call it 10,000 times to get a deadlock. So you don't actually know how many times you have to call it in order to be guaranteed to get a deadlock. So that would give you a non-deterministic unit test, and that's not a very good way of doing things. So I've got a class here called bank. And bank has got a method called transfer money, transferring from one account into another account with some amount. I first lock the from account, then I lock the to account, then I do the actual transfer. And what can happen is, if thread 1 is transferring from my account in France to my account in Switzerland, and at the same time another thread is transferring from Switzerland to France, if they do that at the same time, then thread A might pick up the lock for France, and thread B might pick up the lock for Switzerland, and then they get stuck. They cannot progress any further because they each need the other thread's lock, and you get a deadly embrace lock. Again, the order is wrong. But the problem appears when, after they've gotten the first lock, a context switch appears, and the thread gets swapped out, and they then both wait for a little bit, and then they try and get the other lock, which is then not there. So we can force this to happen at specifically that point by simply sleeping for a relatively small time. And so I've got a class bank, and I've got a method called sleep a while for testing. This method does nothing. So if a method does nothing, and you only have a bank in the system, no subclass, only one class called bank, then that method will be optimized away. It will be a monomorphic method call, and that monomorphic method call will be optimized away, and at runtime it will be a zero cost. I'll get back to that in a moment. So you can see after the from,
After I synchronize on from, I sleep a while for testing, then I synchronize on to, then I do the actual transfer. In my slow bank, I sleep for some time unit. I've just made it configurable, so 100 nanoseconds or 1 millisecond. Anything really is long enough to do this. Now, the question is, why won't this cause problems in production if I've got a sleep in the middle of my transfer? And in production, we don't use a slow bank. We only have a bank in our system. So therefore, it gets optimized away. It really is, it happens at runtime. It's a monomorphic method call, so therefore, which means there's no subclass involved. At runtime, with the production system, it's therefore zero cost. As long as you never use a slow bank or some other subclass of bank, you are fine. But now, if I cause a deadlock in the unit test, how do I verify that I've got a deadlock? Do I open up a pop-up dialog saying, would you please now press Control Break and click yes if there was a deadlock and click no if there was no deadlock? It wouldn't make for a very good unit test as well. So it would be a bit cumbersome every time there's a build, up pops the unit test, the dialog saying, won't you please select if there was a deadlock or not. Better is to use the ThreadMX bin. And we can get this from the management factory. And there are two methods. One is called find monitor deadlock threads. Find monitor deadlock threads only looks for deadlocks between synchronized blocks. It does not look at deadlocks with explicit locks, reentrant locks. We call them also Java 5 locks. There's a second method which you would probably use now, which has been available since Java 6, called find deadlock threads. This is the one you probably want to use because it finds deadlocks between explicit locks and synchronized, and between synchronized and synchronized, and between explicit locks and explicit locks. That's the preferred method. But of course, it does not find deadlocks between semaphores, for the simple reason that you don't know who holds the semaphores, because they don't have an owner. So, inside my bank deadlock test, I have a method isThread deadlocked. And isThread deadlocked simply finds all the deadlocked threads. Now, here's a real code smell in the JDK library. A real code smell. The method find deadlocked threads returns a null if there are no deadlocks. Okay? That's the code smell. Because, well, you should never really return a null from a method if you can avoid it. And what they could have done is simply have a default empty long array, just one object stored in a static field, and that could be the default return type, return value. So if there are no deadlocks, return the empty one. But this way, every time you return it, you've got to check, is it null? If it's null, then return false. Otherwise, I iterate through the long array, and if I find the thread ID equal to the ID in the deadlocked threads, I know that this dead thread is part of a deadlock, some type of deadly embrace. As I said, it won't find semaphore deadlocks, but it will find deadly embraces like this. And then I return true. Otherwise, if I don't find it, I just return false. And another method, check that thread terminates. What this does is it basically solves the halting problem in Java. No, it doesn't really. It's just it's a very, very specific attempt to do this. It tries for 100 seconds to wait for the thread to shut down. So thread.join waits for the thread to shut down. Thread.join does not tell you whether or not the thread did shut down, so we have to afterwards check whether it's still alive. If it's not alive, it means it did shut down, and I can simply exit. Otherwise, if the thread is a deadlocked thread, and I'll show you that method in the next slide. Oh no, I'll show that to you a second ago. So if the thread is deadlocked, then I fail the unit test in the cell. I say I detected a deadlock. Otherwise, if I don't respond in time, I still fail and I say it did not terminate in time. So I might have a semaphore deadlock or resource deadlock or one of the many other types of deadlocks that can stop our system. And then inside my test code, test for transfer deadlock, I create two bank accounts, an Alpha bank account, UBS, and I make a bank that is slow and that waits 100 milliseconds in between the two locks.
I create my two threads. One transfers from alpha to UBS, other one from UBS to alpha. I start both threads, and then I check that the thread terminates. And if I have a broken bank, then if I break the bank, then if it's a broken bank, then you'll see a deadlock in about 100 milliseconds. Okay? And so you'll see deadlock detected, a failure. If you fix the method, then it will still complete in about 100 milliseconds, which is not too long. You can actually make that delay a lot shorter. You can make it in 10 milliseconds, because even 10 milliseconds is a very, very long time for threads to start. And you'll never have a false positive. All right. And remember that the steeper while for testing is optimized away by the hotspot compiler at runtime. Another attempt or another technique that you can use for solving deadlocks, besides lock ordering, is also to do timed locks, or try to lock. So you lock the first one, and then you try to lock the second one. If you're successful, you do whatever you needed to do. Otherwise, you unlock the first lock, and you try the whole lot again. You sleep for a random amount of time, and you try everything again. Now, we can use the try lock, the explicit try lock for that. But if you see that the try lock fails, it might be due to many different reasons. If the try lock fails on an explicit lock, it could be a deadlock, which is what we would expect. But it could also be that the thread is simply taking a long time. Yep. Or the thread might be stuck in an infinite loop. But the thread MXP will show it as deadlocked, even sometimes temporarily. So it can happen that you see a deadlock, and then after 5 minutes you check and the deadlock has disappeared without any outside influence. It just goes away. Now, the JVM actually has support for try lock with synchronized, but it is hidden away. So, would you like to see it? On l'a retrouvé pour vous. Okay, so here it is. Okay, there you go. I thought it's hidden. It's hidden away. If you went to Alex's talk, you really were exposed to some part of this radiation. It's hidden for a good reason, because if you need to use try lock, you can just use explicit locks, a reentrant lock. But we do have the option, the possibility of doing it with synchronized. So if you've got existing code that uses synchronized, you can actually do it with Java. And you do it with unsafe. You say try monitor enter for doing a synchronize which tries to synchronize, and then you have to unlock it to solve again manually, which is with monitor exit. Okay. Over to Olivier again. Thank you. Alors, comment on peut analyser les deadlocks? On va faire ça généralement avec des thread dump, parce qu'évidemment, on est quand même pas mal aidé par la machine pour les thread dump. Donc, comment déjà on peut récupérer un thread dump? Alors, pas en secouant très fort le serveur, hein, jusqu'à ce que ça donne quelque chose, mais il y a plein de façons possibles. Donc, si vous êtes sous Windows, il y en a qui lancent des serveurs sous Windows? Ou il y en a qui ont honte de lancer des serveurs sous Windows qui ne montrent pas? Enfin, admettons, vous êtes sur un serveur Windows, vous avez la console dans laquelle vous avez lancé votre application, Tomcat ou peu importe. On peut faire control break ou contrôle backslash sous Linux ou Unix, c'est pas très pratique sur nos claviers. Kill-3, ça marche aussi. Ou alors sinon vous avez un très bon outil qui est livré dans le JDK qui s'appelle JStack. Donc, vous récupérez le PID de votre process, vous faites JStack-L le PID et boum, vous avez votre thread dump. Vous pouvez le faire également dans la JConsole ou JVisualVM. Et depuis le JDK 6, donc ça vous montre non seulement les deadlocks provoqués par des moniteurs, donc quand vous utilisez Synchronized, mais également ceux qui sont provoqués par des locks, donc ceux qui sont dans Java Util concurrente. Alors, une fois qu'on a trouvé un deadlock, parce que c'est marqué explicitement, hein, ça vous met en gros, j'ai trouvé un deadlock entre tel et tel thread. Donc une fois que vous l'avez trouvé, c'est comme le chien tout à l'heure hein, qui court après la voiture. Bon, mais qu'est-ce que vous faites avec? Alors est-ce qu'on peut débloquer la situation? Avec Synchronize, donc avec les moniteurs, bah non, vous êtes coincé.
Donc vous ne pouvez plus rien faire. Avec les locks, donc notamment réentrant lock, on peut. Enfin, on peut, vous allez voir que c'est de la bidouille, mais on peut. Alors pourquoi cette différence? Parce que quand on acquiert un moniteur, donc avec Synchronize, le thread est placé dans l'état blocked. Et block, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est bloqué et il ne peut plus sortir de cet état à moins d'acquérir le moniteur. Par contre, les réentrant lock, donc tout ce qui est dans Java Util concurrente, mettent le thread dans l'état waiting. Et waiting, comme son nom l'indique, c'est un état temporaire duquel on peut normalement sortir au bout d'un certain temps. Donc ce qu'on va vous montrer là, c'est une technique pour essayer de secouer un peu le système et de faire sortir différents threads d'un deadlock, à condition que les locks aient été provoqués par des réentrant locks. Donc ça ne marchera pas avec des moniteurs. Donc on peut imaginer un deadlock arbitrator. Oui, c'est une espèce d'arbitre qui va dire toi tu es deadlocké, Amstramgram, toi tu sors. On va en shooter un dans l'espoir que les locks soient rendus et que la machine puisse recommencer à tourner. Alors vous allez voir, c'est assez violent. Donc s'il y en a qui... Je sais pas, on va faire sortir les enfants peut-être pour... Vous allez voir, c'est assez violent pour les threads, pas pour le public. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, encore une fois, prendre un thread au pif, parmi ceux qui sont deadlockés, et on va leur balancer carrément une error. Alors même pas une exception, une error, carrément. Et donc on peut imaginer inventer une nouvelle erreur, deadlock victim error, voilà, qui extends error, et à laquelle on peut passer un thread qui va nous donner un contexte en fait. Alors comment ça marche cet arbitre? Alors ça marche en bouclant, c'est-à-dire d'abord on va appeler find deadlock threads, donc on va interroger GMX pour dire bah, donne-moi les threads qui sont en deadlock, donc ça va nous renvoyer comme on a vu tout à l'heure un tableau des ID des threads qui sont potentiellement deadlock, et ensuite on va prendre un de ces threads-là, on va retrouver le thread, c'est-à-dire l'instance de la classe thread, qui correspond vraiment à cet ID, et vous allez voir que c'est pas gagné, on va le voir au slide d'après. Et une fois qu'on a le thread, bah, le thread il commence à transpirer parce qu'il sent bien que sa vie est un peu, ses jours sont un peu comptés. Donc une fois qu'on a le thread, on va carrément lui balancer une deadlock victim error. Alors comment on va lui lancer ça? Parce qu'il est tout bloqué, hein, donc on ne peut pas faire grand-chose avec, mais on peut quand même appeler stop. Alors stop, normalement vous faites tous la grimace parce que stop il est marqué deprecated en gros, en fluo, en gras et en fonte 42 dans la Javadoc et tout le monde vous a dit surtout ne jamais appeler stop. Pourquoi ne jamais appeler stop? Parce que justement ça peut provoquer des erreurs dans les threads. Donc là on s'en sert. C'est une espèce d'utilisation détournée du truc. Et ensuite on dort un petit peu et puis on recommence. Est-ce qu'on a toujours un deadlock? Oui, bah pareil, on re-shoot un thread et puis on continue et puis quand on n'a plus de deadlock, on peut rentrer chez soi, en sachant qu'on vient de flinguer 5 threads peut-être, donc la prod elle tourne moyen, mais bon, avec un peu de chance. Donc je vous ai dit, c'est pas facile de retrouver un thread, au sens Java long thread, à partir d'un ID. La seule façon qu'on connaisse de faire ça, c'est de prendre la liste complète des threads. Donc pour ça, on va être obligé un peu d'arrêter tout. On prend la liste complète des threads, on itère sur les threads, et on regarde les ID. Est-ce que l'ID du thread correspond à l'ID que je cherche, oui ou non? Donc, puis, on peut éventuellement trouver comme ça le thread qui correspond à l'ID. Alors bon, vous avez vu, c'est une technique un peu cavalière pour les threads. Donc, ne l'utilisez qu'en dernier recours. Hein. N'allez pas mettre un bouton caché dans toutes vos applis pour dire ah, clac, je déclenche l'arbitrator. Ça sert principalement pour secouer un peu du code qui n'est pas sous votre contrôle. Parce qu'évidemment, si vous avez des deadlocks dans votre code, bah, allez pas imaginer des solutions comme ça, corrigez votre deadlock, quoi, si vous avez la main sur le code. Donc si vous avez par contre une lib que vous importez, vous n'avez pas le code source, vous pouvez rien faire dessus, mais vous savez, en regardant les threads, qu'il y a un thread, machin, vous avez un deadlock, et que c'est des locks et pas des moniteurs, vous pouvez éventuellement utiliser cette technique. Et donc, attention, yes, just go to the next slide. Donc attention, ça ne marche que sur les réentrant locks, et encore une fois, en dernier recours. On va vous faire une petite démo. Donc déjà, je vous remercie d'avoir suivi la session. On va essayer de vous faire une petite démo, justement, où on va simuler les philosophes.
Donc là, je vais vous montrer ça. On a un petit programme, c'est une petite appli Swing. Vous allez voir, il y a un bouton ou un label, je ne sais plus, qui représente chaque philosophe. Et puis, ils vont changer de couleur. Donc, ils vont prendre les mêmes couleurs qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire, ils vont être, je ne sais plus, bleus quand ils sont en train de boire, violets quand ils ont chopé un verre, mais pas le deuxième, et puis jaune quand ils sont en train de réfléchir. Donc, on va voir différents threads, un par philosophe, et ils vont essayer, comme ça, de récupérer leur gobelet, de boire, de penser, puis de récupérer à nouveau les gobelets, etc. Donc, vous allez voir les philosophes changer de couleur, assez rapidement. Et puis, on va avoir un gros bouton, provoquer deadlock, qui va nous permettre d'essayer de mettre un peu la grouille dans tout ça. Et donc, normalement, l'appli va figer. Et à côté de ça, on aura un deuxième bouton pour lancer l'arbitrator, justement, qui va permettre de shooter un thread et de voir que l'application arrive à reprendre. Okay. So I hacked this together during whilst listening to Ben and Martin's talk. So it's really raw, and it might not work because every time I run it, it has slightly different results or slightly different effects. But what we've got is we've got some drinking philosophers, and they iterate between three different states: drinking, thinking, or in between. So the yellow is when he's thinking. Yes. The blue is when he's drinking, and the purple is when he's going in between the two. So these are I've got 11 philosophers here, and they're all, they're going from drinking to thinking. And if I've got a button, big button here that says cause deadlock, and what this does is it makes all of them sleep for a certain amount of time after getting the first lock, so that they cause a deadlock, because this will eventually deadlock, but we might be here for a couple of years until we see it. We don't want to wait that long. So we're going to cheat by causing a deadlock. Now, they're all sleeping, and you can actually go now and look at JConsole or JStack or any one of the other ways of doing things. Let's close this, and we connect to this. Go to the Threads tab and you click Detect Deadlock, and you see there's deadlock between all of these different threads over here. So all of the philosopher threads are involved in this deadlock. All right? On a investi cher sur les effets spéciaux. Oui. Oui. Cabriolet. All right. So we've caused deadlock now. Oops. No, let's get this up again. So what I'm going to do is I'm going to now call the deadlock arbitrator to simply select one of them, probably the first one, and cause a deadlock victim error. And inside my code, if I get that, I'll simply unlock again and retry. So let's try that. There we go. And so it was happy again. So they're back to drinking and thinking, as they were doing before. If after some time we end up with a deadlock again, they're stuck again, and you can now click on what I should do. Okay, I'll show you in a moment. And then I bust the deadlock, and now we are all happy again. If I now click on detect deadlock, you'll see it's no deadlock detected. So it does actually bust it out. But this won't work with synchronized, because with synchronized, you cannot stop a thread which is blocked. So that's just a bit of a demo. Okay. So I think we've got some time for questions. We've got 3 minutes left. 3 minutes. 3 minutes. We've got 3 minutes left for questions. So if anybody has any questions. Yes, sir. I said never call stop. It's deprecated, it's dangerous, and so. Okay. We asked why. Yeah, I understand the question. All right, I've got an answer for you. It goes back to Oak, to Java, pre-Java, the language pre-Java. When they introduced the language before Java, they had this crazy idea of an asynchronous exception. And what you could do is the idea was you're going to be able to specify certain regions of code which are protected,
which means that in that time, whilst you're under that protected region, you can't cause an asynchronous exception. That's what stop is. It's an asynchronous exception. And so when they invented Java, they kept that mechanism, but they took away the option of having certain sections of your code as being protected. So when you call stop on a thread which is busy doing something, you've got a real problem because you don't know what's really going to happen. In fact, what I tried whilst I was sitting in Ben's session was I tried what would happen if, for example, I didn't just stop one of the victims, but if I stopped all of them. Let's see what happens, because it actually didn't work. Right? So I'll just copy and paste this and call this underscore. Right? And then this is now going to be the new one. Instead of having attempts, I'm simply going to get all the deadlocked threads. I'm going to run through them and say, all right, find threads. Okay, time's out. Okay, we'll just finish this quickly. It won't take long. And we say t.stop, new deadlocked victim error t. Right? And so there we go. And let's run this and see what happens when I now bust the deadlock. It'll behave differently to what I think you will think. So we've got the deadlock, we call bust deadlock, and you can see that we've got a problem. Because some of the threads had already started again by the time we stopped them, and that left them in an indeterminate state. So the only time we could ever call it is if the thread is actually stuck, in a waiting state, waiting for something. Right, I think time's up. So Yep, time's up. thank you very much. Merci d'être venu.